That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Que faire de toutes ces images? Que faire de toutes ces représentations? De la banlieue et de ces logiques qui y seraient à l'œuvre. C'est peut-être le moment, Samir, de questionner ensemble l'héritage, la question de l'héritage de ces cinéastes, et notamment chez deux cinéastes. Il pourrait y en avoir des tas d'autres, hein, sans doute, hein, mais moi j'ai retenu ces deux-là, Abdelatif Kechiche et Rabat Amer Zaimesh. Alors Abdelatif Kechiche tout d'abord parce que, à propos de l'héritage sur le banlieue film, et notamment à propos de l'héritage du film le plus emblématique, qui est La Haine, Abdelatif Kechiche parce que c'est Thierry Jousse lui-même qui, parmi tous les réalisateurs possibles et imaginables, a considéré et considère encore aujourd'hui enfin aujourd'hui, je ne sais pas, je reviendrai sur ce que peut dire Thierry Jousse, mais que Abdelatif Kechiche était pour lui le seul qui soit digne de cet héritage-là. J'ajouterai à ce réalisateur choisi par Thierry Jousse, donc Rabat Amer Zaimesh. Je vais commencer par Abdelatif Kechiche. Alors Thierry Jousse, dans un entretien, revient donc sur la question posée par un journaliste, sur la question de l'héritage du banlieue film. Et donc il cite, pour lui, celui qui lui semble le plus naturel, il cite Abdelatif Kechiche. Mais pour dire, dans le même temps, sa déception à son endroit. C'est-à-dire que, au fond, cet héritage, pour lui, il est porté jusqu'à la vie d'Adèle. Et à partir de la vie d'Adèle, Thierry Jousse est déçu de la manière dont, notamment, se représente la question sociale dans le cinéma d'Abdelatif Kechiche. J'y reviendrai. Alors, il se trouve que pour préparer nos entretiens, Samir, j'ai contacté Thierry Jousse. Et comme l'entretien avait eu lieu avant, le titre m'échappe, mon Dieu. Tu vas m'aider, Samir. Le dernier film, pas Intermezzo, mais Si, Canto Uno. Merci, Canto Uno, d'Abdelatif Kechiche. L'entretien a eu lieu donc avant ce film, et donc je lui ai posé la question de savoir si il maintenait sa lecture, c'est-à-dire s'il maintenait sa déception. Et Thierry Jousse m'a très gentiment répondu que sa déception était toujours la même, mais qu'il n'avait pas vu ce film. Hein, qu'il ne l'avait pas encore vu, donc sous réserve d'eux. Hein, sous réserve d'eux. Déception, alors pourquoi déception? Pourquoi Abdelatif Kechiche aurait déçu? Alors pas simplement selon Thierry Jousse, hein, mais c'est une critique qui est assez récurrente et qui revient sur le cinéma d'Abdelatif Kechiche quand, me semble-t-il, on le réduit un peu trop hâtivement à la seule question sociale, et notamment à la question de la lutte des classes. Au fond, la vie d'Adèle serait une déception quant à la manière dont les rapports de classe, pour certains critiques, et là donc je ne cite pas Thierry Jousse, hein, je parle d'une critique récurrente qui est faite à l'endroit du film d'Abdelatif Kechiche. Notamment, la représentation des classes serait trop manichéenne. On aurait notamment dans les rapports noués, les rapports amoureux entre Emma et puis Adèle, le personnage d'Adèle et puis celle qui incarne Emma à l'écran. La représentation suivante, en gros, d'un côté, on aurait les prolétaires qui mangent des pâtes, hein,
je reprends des citations faites par la critique. On aurait les prolétaires, les pauvres, en quelque sorte, qui mangent des pâtes. Et puis réciproquement, à l'écran, on aurait les petits bourgeois qui mangent des huîtres. Autre cliché, autre manière manichéenne qui serait reprochée à Abdelatif Kechiche de montrer les rapports entre les classes elles-mêmes, cette fameuse lutte des classes, c'est lorsque, dans une discussion, Emma et le personnage d'Adèle ont une discussion. Et puis Emma cite Jean-Paul Sartre, L'être et le néant, et puis à quoi lui est répondu le Get Up Stand Up de Bob Marley. Donc voilà, on a des références différentes selon les milieux populaires, et ce serait trop manichéen. Et c'est une critique relativement récurrente qui a été adressée au film d'Abdelatif Kechiche. Très bien. Alors, il est vrai que si la lunette critique est seulement celle, pour le dire très vite, de la lutte des classes, on pourrait considérer qu'effectivement, le cinéma d'Abdelatif Kechiche, pour prendre un contre-exemple, pourrait être relativement pauvre. C'est-à-dire que, si je prends un contre-exemple, on pourrait considérer qu'est autrement riche, par exemple, le film d'Éric Rohmer, Le Conte d'hiver, qui raconte l'histoire d'une jeune coiffeuse qui part à la quête du père de son enfant, et qui rencontre donc un individu dans son salon de coiffure, qui est philosophe de son état. Alors, il est vrai que très souvent, il y a des livres dans les films d'Éric Rohmer, mais le film, moi, m'a beaucoup touché parce que on a là une jeune coiffeuse, et le film nous montre quoi? C'est que on peut n'avoir jamais lu le moindre livre de philosophie et n'en pas moins mener une vie philosophique. Et l'inverse étant vrai. On peut être philosophe de son état et ne pas du tout mener une vie philosophique. Donc sur ce plan-là, on pourrait dire que le Conte d'hiver, si on le mettait en balance avec la manière dont la lutte des classes serait représentée dans le film d'Abdelatif Kechiche, on pourrait dire que là, on a une manière riche, nuancée du moins, de montrer cette opposition, ces rapports entre les classes, que n'aurait pas emprunté, dit parfois la critique, le film d'Abdelatif Kechiche. Sur ce seul plan-là, Samir, sur le seul plan de la question sociale, parce que pour moi, le cinéma d'Abdelatif Kechiche se situe bien au-delà, ailleurs. Mais pour rester sur ce terrain-là, je répondrais quand même que le film d'Abdelatif Kechiche est beaucoup moins manichéen qu'on le présente habituellement, parce que le personnage d'Emma dans le film, de cette jeune lycéenne, alors certes, elle cite Bob Marley, mais pourquoi pas? Mais dans le même temps, on voit quoi dans le film? C'est qu'on voit donc une jeune prolétaire, elle est issue d'un milieu prolétaire, pour le dire très, très rapidement, mais dans le même temps, elle est très intéressée par la lecture d'un ouvrage qui se fait en classe, de Marivaux, La vie de Marianne, 600 pages dans le texte, et qu'elle est animée par la lecture de cet ouvrage. Donc il n'y a pas que Bob Marley, il n'y a pas que les pattes qui représentent à l'écran le milieu prolétaire. Il y a aussi la littérature, et pas n'importe quel type de littérature. On est chez Marivaux. Donc, la représentation populaire du milieu prolétaire, elle me semble autrement nuancée que ce qu'en retient habituellement la critique. Pour ma part, le cinéma d'Abdelatif Kechiche, quand il s'agit de me questionner sur son héritage, quand il s'agit de me demander que faire, que font les personnages dans les films de ce réalisateur, moi, je le vois tout à fait autrement, ce cinéma-là. Et pardon, je vais reprendre quelques arguments que j'ai déjà développés dans un article que j'ai signé pour le Rayon Vert. Plutôt que de parler de lutte des classes, moi, je préfère parler de lutte des places. Me semble-t-il, quand je regarde toute la filmographie d'Abdelatif Kechiche, j'ai le sentiment d'avoir affaire toujours au même personnage, toujours le même personnage, qui en quelque sorte serait Abdelatif Kechiche lui-même, ou pour partie, le même personnage, et ces personnages, toujours,
vivent la même situation de spectateurs en début de film. Ils sont spectateurs du monde dans lequel ils se trouvent pris. Ils sont spectateurs. Et à un moment donné dans le film, va se poser la question de leur engagement. Et effectivement, à un moment donné dans le film, ces individus qui sont simplement en position de spectateurs vont devenir des spectateurs engagés, qui me semble poser aussi une question de cinéma, qui est celle d'Abdelatif Kechiche. C'est, au fond, faut-il laisser faire le film qui se déroule sous nos yeux? Ces individus vivent une certaine situation, tout comme nous, en tant que spectateurs, nous voyons une certaine situation se dérouler à l'écran. Faut-il laisser se dérouler le film? Ou ne faudrait-il pas plutôt se faire des films à propos du film qui nous est imposé? À ces individus, dans toute la filmographie d'Abdelatif Kechiche, un film est imposé, un certain scénario. Hein. Ils sont inscrits dans un certain type de récit, dans une certaine logique. Et à un moment donné, me semble-t-il, ces individus vont décider de proposer leur propre film, leur propre scénario, d'écrire leur propre histoire, mais dans ce film plus général dans lequel ils prennent place. En quelque sorte, j'ai le sentiment d'assister à la trajectoire de personnages qui s'efforcent de trouver leur place dans un monde qui se passe d'eux. Je te disais à l'instant que quand je regarde toute la filmographie d'Abdelatif Kechiche, de voir à l'œuvre la trajectoire toujours du même personnage. C'est-à-dire qu'au fond, chez Abdelatif Kechiche, il y aurait à l'œuvre en quelque sorte une métampsychose. Le même personnage, qu'il soit jeune, vieux, blanc, noir, riche, pauvre, peu importe le genre, l'ethnie, la classe sociale, c'est le même personnage qui va subir une transformation de film en film, en reposant sans cesse cette même question, en tout cas moi celle que je perçois, c'est comment être au monde, comment m'inscrire dans un rapport avec le monde, comment participer de ce monde qui semble m'imposer un récit, une histoire. Hein. J'ai affaire à des individus qui sont situés socialement et par le genre, très bien, mais il y a une transformation qui est à l'œuvre. Je commence par le premier film d'Abdelatif Kechiche, La faute à Voltaire, avec le personnage de Djalel, qui est joué par Sami Bouajila. Djalel, donc c'est un jeune homme, on va dire la vingtaine, la trentaine peut-être, hein, c'est âge incertain, qui est un jeune immigré tunisien qui vient trouver refuge en France pour faire une demande d'asile. Et donc, les premières images du film débutent par Djalel, qui se trouve donc dans un centre où il va faire sa demande d'asile. Et puis, il discute avec des personnes de circonstance qui lui conseillent plutôt de ne pas jouer la carte de la demande d'asile du Tunisien, mais de l'Algérien. Parce que, étant donné le contexte algérien de l'époque, c'est ce que lui conseillent donc ces individus, en quelque sorte faire une demande d'asile quand on est algérien, dans un pays qui se veut le porte-étendard des droits de l'homme, en quelque sorte, les chances de succès sont autrement plus importantes d'accéder à cette demande asilaire. Et puis en même temps, ce serait une manière de flatter le pays d'accueil qui nous recevrait. Et voilà donc que Djalel, à qui un certain récit a été imposé, il est obligé de fuir la Tunisie, il a quitté la Tunisie, il se retrouve en France, décide donc de faire comme si donc il était cet immigré algérien. Et on va suivre tout le parcours de cet individu. Et la fin ne se termine pas très très bien puisqu'il est rattrapé par la police en fin de film à la station de métro Nation, ce qui est en soi est déjà tout un symbole. Bref, échec. Ce qui m'intéresse, c'est que ce personnage de Djalel, dans le film suivant, eh bien, il se transmue. Hein, il est transformé en jeune adolescent. C'est Crimo, dans l'esquive d'Abdelatif Kechiche. C'est Crimo. Et le film débute de la même manière. On a un individu qui est plutôt spectateur du monde dans lequel il se trouve pris.
Comment débute le film? Des amis de Crimo viennent le trouver pour, en quelque sorte, venger l'un des leurs qui aurait été rossé par des individus d'un quartier non loin du leur. Et la réaction de Crimo, c'est justement d'être dans l'esquive, de décider de ne pas participer à cette vendetta, hein, à cet acte de vengeance. Il ne prend pas part, il est spectateur. Cette situation de spectateur, elle continue encore autrement dans le film, puisqu'on voit encore Crimo assister à une représentation de scène théâtrale dans son quartier, où des jeunes de sa classe de collège répètent une scène des Jeux de l'amour et du hasard de Marivaux. Hein, on est encore dans la représentation théâtrale. Et là, Crimo est dans une position de spectateur. Et à un moment du film, Crimo va décider de s'engager. Hein, parce qu'il a envie de séduire le personnage qui est joué par Sarah Forestier. Il décide d'intégrer la troupe de théâtre à son tour parce que peut-être, enfin sans doute même, désire-t-il séduire Sarah. Le film se terminera également par un échec, pour diverses raisons sur lesquelles on est déjà revenu quand on a parlé de la question de la représentation de l'école au cinéma. Au fond, Crimo n'arrive pas à s'intégrer dans la troupe de théâtre, n'a pas les mots, n'a pas la diction pour, il est exclu. Et à la fin du film, on le voit dans son lit, refusant de répondre aux appels de Sarah, du personnage de Sarah Forestier. Donc Jalel, il est devenu Crimo. Dans le film suivant, La graine et le mulet, j'avais un homme de 20-30 ans, j'étais passé par un adolescent dans le film suivant, l'esquive. Je suis maintenant dans un personnage quasi à la retraite, ou qu'on voudrait mettre à la retraite. C'est le beau personnage de Slimane dans La graine et le mulet. Personnage dont son patron, dans les premières images du film, voudrait se débarrasser. Hein. C'est un vieil homme à présent, Slimane, et le destin qui semble être le sien, c'est de se retrouver à la retraite. Et dans un premier temps, son patron il décide de faire autre chose. Je ne sais pas si tu te rappelles, Samir. Il le fait travailler sur les chantiers navals de la ville de Sète. Il veut le faire travailler de nuit, hein, manière de ne plus le voir. Hein. Mais à ce scénario qui est imposé à Slimane, le personnage de Slimane répond autrement. Il va imposer son propre film au film qui est en train de lui être imposé. Il refait le planning, il vient travailler en journée. Hein, et s'ensuit une discussion et une dispute avec son patron. Il impose son scénario. Autre manière d'imposer son scénario pour cet individu, parce qu'il n'y a pas que son patron qui veut lui imposer un film. Tout le monde veut lui imposer un film à Slimane. Ses enfants, ils lui disent quoi? Maintenant tu es vieux, retourne au bled. Slimane ne veut pas. Les femmes de son entourage, qu'il s'agisse de sa femme, de laquelle il est séparé, y compris celle avec laquelle on comprend qu'il aurait eu une relation, peut-être adultérine, elle-même se le partage. Tout le monde veut imposer son récit, son film à Slimane. Mais Slimane, accompagné là aussi de ce beau personnage joué par Afsia Herzi, que fait-il à un moment donné? Eh bien lui, il a un projet. Il a un projet, Slimane. Il veut monter un bateau-restaurant. Alors, dont le projet lui-même dit la difficulté de tenir ferme sur des assises. Un bateau-restaurant, voilà, on imagine que ça va tanguer. Et effectivement, ça va tanguer. Ça va être difficile à mettre en œuvre. Et qu'est-ce qu'il fait, Slimane, pour proposer son film à ce film qui lui est imposé de l'extérieur? Il se rend avec Afsia, accompagné d'Afsia Herzi, il se rend à la banque avec en main un script. Enfin, on a l'impression qu'un script, une sorte d'étude de marché, mais qui n'est pas satisfaisante pour la banquière. On a l'impression qu'on a affaire à un scénario. C'est-à-dire que Slimane présente son film, son projet de restaurant. On a un récit, une histoire, pourquoi ce restaurant. On a même des images du bateau péniche qu'il souhaite acheter pour y placer son restaurant. Le problème, c'est que lui répond la banquière? Il manque des études de marché. Elle lui dit, voilà qui me revient à l'esprit, elle lui dit, je n'ai pas suffisamment d'imagination pour me projeter. Hein. Elle-même lui impose un récit. Donc lui, voilà, il veut imposer son scénario et finalement, ça se terminera mal aussi. Ça se terminera mal aussi pour Slimane en fin de film. Je suis passé donc d'un jeune trentenaire à un adolescent, à un vieil homme. Dans le film suivant,
dans le film suivant, mais pour moi, c'est toujours le même personnage. J'ai affaire cette fois-ci dans Vénus Noire, j'ai affaire cette fois-ci au beau personnage, là aussi, de Saartjie Baartman, cette Vénus autochtone, sud-africaine, qui se retrouve comme monstre de foire, montrée dans les foires londoniennes, et puis ensuite à l'étude en France, au Muséum d'histoire naturelle, Georges Cuvier, très célèbre, l'analysant et considérant qu'il a là la preuve du chaînon manquant entre l'homme et le singe, hein, qu'il n'a jamais vu d'être humain aussi proche d'un singe. Alors là aussi, ce personnage, un scénario lui est imposé, derrière un film lui est imposé. Elle est dans une situation d'esclavagisme avéré, elle est montrée comme monstre de foire. Mais ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'au moment où un procès a lieu, et notamment pour ses défenseurs, ses avocats, quand ils prennent sa défense, quand se pose la question du traitement indigne qui lui serait infligé comme monstre de foire, elle répond quoi il répond quoi, ce personnage, hein, de Saartjie Baartman? Il répond qu'il se méprenne, que sa dignité de personne humaine n'est pas bafouée, que c'est une actrice, qu'elle joue le rôle d'un fauve, que chaque soir, pour elle, c'est un soir de représentation. Elle se vit comme actrice. C'est-à-dire, elle se vit comment? Comme j'essaie de te le dire peut-être de façon imparfaite depuis tout à l'heure, elle s'efforce de proposer un film au film qui lui est imposé depuis l'extérieur. Ce personnage... D'exister. Pardon ? D'exister comme oui. garçon dans le court-métrage de Lajli, en fait. D'exister. Oui, d'exister, de proposer un récit dans un récit plus large, hein, d'y trouver sa place, d'y ménager un recet, un endroit depuis lequel on puisse vivre son rapport au monde. Ce même personnage, donc, d'une femme noire, redevient, dans le film suivant d'Abdelatif Kechiche, cette fois-ci, une jeune femme blanche. Hein. C'est la vie d'Adèle. C'est la vie d'Adèle. Et la vie d'Adèle, il démarre comme les autres films, celui-ci. Comment est représentée à l'écran, justement, cette jeune femme? Comment elle est représentée? Comme spectatrice du monde dans lequel elle se trouve pris. Le film débute par une scène de classe où justement une discussion a lieu entre l'enseignant ou l'enseignante, je ne sais plus, et les élèves à propos de l'ouvrage qu'ils analysent, de nouveau Marivaux, La vie de Marianne. Tout le monde parle, enfin les uns et les autres prennent la parole, sauf Adèle. Elle ne prend pas la parole, on ne l'entend pas. Mais elle écoute, elle est très très intéressée. Mais elle ne prend pas part à la discussion. Scène suivante, dans un restaurant du lycée, une discussion a lieu, et notamment ses camarades lui font prendre conscience qu'un jeune homme est très intéressé par elle, ce dont elle n'avait absolument pas conscience. C'est-à-dire que dans le film, ce sont les autres qui confèrent son être, son existence à Adèle. C'est à travers le film des autres qu'elle est saisie et qu'elle se conçoit en tant qu'individu. Et puis finalement, elle va nouer une relation avec ce jeune homme, finalement, parce qu'on lui a dit que ce jeune homme s'intéressait à elle, et puis elle se rend compte que non, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, et qu'à un moment donné, elle va proposer son propre scénario, sa propre histoire, et qu'elle va vouloir débuter cette relation amoureuse homosexuelle avec une autre jeune femme. Ce même personnage, dans le film suivant, qui est le dernier en date, parce que moi je n'ai pas pu voir Intermezzo, dans le Canto Uno, redevient un jeune homme, qui n'est pas n'importe quel jeune homme, c'est le personnage d'Amin. Hein, Amin qui en soi, le nom, hein, Amin, Amen, qui est en soi tout un programme sur la manière du rapport noué avec le monde tel qu'il le perçoit. Alors, me semble-t-il, là aussi, le personnage d'Amin semble incarner au possible cette idée de spectateur du monde dans lequel il se trouve pris,
personnage kéchichien, là, élevé au carré. Le film débute par une scène inaugurale très intéressante. Amin, par l'entremise d'une fenêtre, donc pour moi d'un écran, regarde une relation sexuelle entre deux de ses amis. Hein, il regarde. Il est dans la position du spectateur. Il est en retrait. Et Amin, d'ailleurs, tout le long du film, ne semble pas participer du monde dans lequel il se trouve pris, sauf en fin de film. En permanence, il le photographie. En permanence, il enrégimente le monde tel qu'il le perçoit. On voit le monde à travers le regard qui est le sien, et donc il emmagasine ce monde-là en tant que spectateur et de la position qui est la sienne. Sauf que, mais je n'ai pas encore vu Intermezzo, et je ne sais même pas si on pourra un jour le voir, en fin de film, Amin décide, et donc c'est l'un des rares films où on n'a pas une fin forcément déceptive, où Amin s'engage, il prend la main d'une jeune fille sur le bord d'une plage, à la tombée de la nuit, d'une jeune femme qui gravitait dans le cercle de ses relations, décide de lui prendre la main, et le film se termine sur Amin quittant l'image au son de Going to San Francisco, hein, je crois, hein, dans mon souvenir. Et donc là, Amin s'engage, prend la main de quelqu'un, enfin dans le film, quand il s'était refusé à toute forme de contact physique, notamment avec des jeunes femmes qui pouvaient l'approcher. Bref, ce parcours, cette manière de questionner le rapport au monde des individus que filme Abdelatif Kechiche me semble montrer que ces individus, au fond, ils sont le produit, ils sont plutôt le centre. Oui, ils sont plutôt le centre de deux forces motrices. Un ensemble de forces qui sont extérieures, qui sont imposées aux individus. Un ensemble de forces extérieures, c'est-à-dire des forces physiques, physiologiques. On a affaire à des êtres de désir. Il est beaucoup question de désir dans le cinéma d'Abdelatif Kechiche. Donc, un ensemble de forces extérieures qui s'imposent, qui imposent leur film aux individus. Je te disais, forces physiques, physiologiques, mais aussi sociologiques. Hein. Il est question, évidemment, c'est vrai, de rapports de classe dans le cinéma, mais pas que. Mais il est question, c'est vrai aussi, de rapports de classe dans son cinéma. Donc, bref, un ensemble de forces extérieures qui semblent s'imposer aux individus et qui en font le centre d'une réception. Cette fois-ci, les individus sont dans le même temps, chez Abdelatif Kechiche, le siège d'une force intérieure, c'est-à-dire de la manière dont ils vont réceptionner ces forces extérieures et en quelque sorte, comment ils vont en faire la matière d'une chance pour essayer de nouer un rapport tangible avec le monde. Ça ne veut pas dire, alors, dans mon esprit, hein, que ces deux forces, elles sont opposées dans le cinéma d'Abdelatif Kechiche. Pour moi, elles forment une profonde unité. Il y a, me semble-t-il, une profonde unité dans ce cinéma-là qui me fait penser, qui me fait dire peut-être, hein, c'est une piste de lecture, en tout cas c'est la mienne, que le rapport au monde qui est celui de ces individus dessine un rapport qui, moi, m'ouvre à un plan métaphysique. C'est-à-dire, là, on est donc très loin de la banlieue telle qu'on se l'imagine habituellement. C'est-à-dire que chez Abdelatif Kechiche, sur le plan de la mise en scène, il y a quelque chose qui me frappe assez singulièrement, c'est combien, alors notamment, hein, je pense à la vie d'Adèle, mais aussi dans le Canto Uno, avec le personnage d'Amin qui photographie le monde, qui l'enregistre, qui veut devenir cinéaste, possiblement. Il y a une profonde unité entre, je dirais, le percevant, celui qui perçoit, et ce qui est perçu. Entre le percevant et le perçu. Il y a une profonde unité entre les deux. C'est-à-dire, il y a non pas une interaction, il y a une intrication. Je pense à une scène, notamment, dans la vie d'Adèle. À un moment donné, on la voit faire la planche, mais sur le dos, à la surface de l'eau.
hein, sur un bord de mer. Et donc, on voit ce personnage porté par l'eau, qui donc dessine sa silhouette. Et puis, il y a la lumière qui se réfracte sur cette dernière, comme sur l'eau. Bref, me semble-t-il, là encore, chacun des éléments dans le film d'Abdelatif Kechiche réfléchissent les uns et les autres. Ils sont en interaction, enfin, ils sont intriqués les uns dans les autres. Je pense ici à un concept philosophique qui est celui de Merleau-Ponty, le concept de chair. Le concept de chair, eh bien, j'ai l'impression de le voir un peu à l'œuvre enfin même complètement dans le cinéma d'Abdelatif Kechiche, au sens où il n'est pas possible de dissocier du monde une strate. Tout est mêlé. Tout est absolument mêlé. Et Abdelatif Kechiche m'est précieux en ce sens-là, qu'il me donne à voir une manière possible d'envisager moi-même en tant que spectateur mon rapport dans ce monde-là, qui est le mien et qui peut me sembler parfois non familier, étranger, et qui donc me semble, oui, précieux, absolument précieux. Alors voilà donc, et sans doute trop rapidement, et pardon, parce qu'Abdelatif Kechiche, il faudrait y consacrer, je pense, des émissions entières. L'autre cinéaste qui m'intéresse, pour tenter de penser l'héritage du banlieue film, c'est un tout autre cinéaste, c'est Rabah Hammer-Zaimesh. Et alors je fais le lien entre ces deux cinéastes, qui certes présentent bien des différences, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'opère chez eux, c'est-à-dire que si révolution il doit y avoir, comme chez Abdelatif Kechiche, il faudrait plutôt changer le terme. Ce qui est à l'œuvre dans le cinéma d'Abdelatif Kechiche et qu'on va retrouver chez Rabah Hammer-Zaimesh, c'est bien plutôt une logique de conversion. Et d'une conversion qui, chez Abdelatif Kechiche comme Rabah Hammer-Zaimesh, passe par le regard. C'est-à-dire qu'au fond, on est chez un autre philosophe, pour moi, on est chez Wittgenstein. C'est-à-dire que Wittgenstein dit la chose suivante, c'est que si tu veux faire la révolution, si tu veux changer le monde, commence d'abord par toi-même. Et donc, on a des cinéastes qui s'intéressent à la manière dont une conversion s'opère en eux, à la lumière du contexte dans lequel ils se trouvent plongés. Et qui me semble donc être, pour Abdelatif Kechiche comme Rabah Hammer-Zaimesh, des réalisateurs absolument déterminants sur ce plan-là. Rabah Hammer-Zaimesh. Alors, je n'aurai pas le temps d'entrer dans toute la filmographie de Rabah Hammer-Zaimesh, donc sur le banlieue film, je vais plutôt me concentrer sur les deux premiers films de Rabah Hammer-Zaimesh, qui sont Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe? Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe? On est en 2001, je crois, dans mon souvenir. Et puis 4 ans plus tard, en 2005, le deuxième film de Rabah Hammer-Zaimesh, qui est Blade Number One. Me semble-t-il, là aussi, toujours, Rabah Hammer-Zaimesh se pose la question du regard porté par un individu sur la logique d'exclusion dont il est frappé. Hein? Que faire pour le personnage qu'il filme, qui n'est autre que lui-même, qui est le même personnage dans les deux films, c'est-à-dire Kamel. Que faire pour Kamel quand ce dernier semble pris dans cette logique d'exclusion? Cet effet de distance, de désarrimage d'un individu par rapport à la situation qu'il vit, elle est déjà montrée, pour moi, dans la chronologie des deux films. Quand je regarde ces deux films-là, il y en a bien un qui date de 2001 et un autre qui date de 2005. Mais quand je regarde ces deux films, en vérité, je ne sais pas vraiment lequel des deux est le premier. Et qui, pour moi, est une source d'informations très riche sur cette question de l'exclusion, de la distance, du désarrimage d'un individu qui se vit comme exclu. Quand je regarde le premier film, Wesh Wesh, qui se passe, qui raconte donc la vie de Kamel, j'ai affaire donc à un individu qui vient de subir une peine de prison, alors sans doute pour un vol, mais il est soumis à ce qu'on appelle alors la double peine, c'est-à-dire qu'il a une peine de prison
Et puis, surtout, il fait l'objet d'une expulsion du territoire français. Et donc, il doit être renvoyé vers l'Algérie. Et donc, normalement, hein, chronologiquement, on suit la trajectoire de Kamel, et le deuxième film, Blade Number One, est censé suivre Kamel d'abord de sa sortie de prison en 2001, et puis en 2005, on a la suite, Blade Number One, c'est-à-dire l'arrivée de Kamel en Algérie. Et d'ailleurs, la transition entre les deux, dans mon souvenir, elle est assurée par la fin du film sur le plan musical. Enfin, elle me semble assurée sur le plan musical par un titre par lequel débute le deuxième film de Rabah Mrzaimesh, un titre de Lounis Aitmengelet, qui est reprise par Majid Cherfi du groupe Zebda. On a le même morceau qui fait le lien entre les deux films. Alors le problème, c'est que quand je regarde le premier film, chronologiquement, celui de 2001, Wesh Wesh, qui se passe, je suis donc la trajectoire de ce personnage de Kamel qui vient de sortir de prison et qui revient dans son quartier, qui revient chez ses parents. On suit sa trajectoire, notamment avec ses amis, son frère qui est un petit trafiquant de drogue. Et puis, à un moment donné, dans le film, enfin, chose très importante, le film nous montre combien Kamel, au fond, est un immigré de l'intérieur, pour reprendre une phrase d'Annie Ernaux, et clandestin dans son propre pays. Hein, il est exclu, y compris par ceux dont on penserait qu'il pourrait lui tendre la main. Par exemple, sur le plan ethnique, à un moment donné, il va trouver du travail auprès d'un patron d'origine algérienne, mais ce patron, comme tout beau patron, ne veut pas de Kamel, parce qu'il n'a pas de papier. Il n'a plus de papier. Il doit retourner vers l'Algérie. Donc, on a un individu qui est frappé d'exclusion. Et puis, à un moment donné, la police perquisitionne le domicile de ses parents. La perquisition tourne mal. La mère de Kamel, dans le film, elle est violentée. Et Kamel va décider, plus tard dans le film, de venger sa mère. Il va la venger, casquer, de frapper le policier qui a violenté sa mère. Et le film se termine comment? Donc, la police est à la recherche de Kamel. Et puis, la police retrouve Kamel dans un bois. Mais en tant que spectateur, je ne sais pas ce qui se passe dans ce bois. C'est-à-dire que la fin du film est la suivante. J'entends des tirs. Les policiers tirent sur Kamel. Mais je ne sais pas si effectivement il est mort. Je ne le sais pas. Je ne le saurais pas. L'image m'est empêchée. Il y a une image manquante, là aussi, qui est intéressante. L'image m'est interdite. Alors, si effectivement, Kamel n'est pas mort, et qu'au fond, ces tirs, c'était pour l'effrayer, et qu'il est interpellé et arrêté par la police, c'est que donc, ensuite, chronologiquement, il va être renvoyé vers l'Algérie, et donc Blade Number One serait bien le deuxième film d'Abdelatif Kechiche dans sa filmographie. De si Zaimesh. Je considère au contraire... De Zaimesh. Oui, de Zaimesh. Pas de Kechiche. Je fatigue. De Rabah Mrzaimesh. Excuse-moi. Si au contraire, j'estime que les policiers ont abattu Kamel, eh bien chronologiquement, ça ne fonctionne plus. Le premier film n'est pas le premier film. En vérité, c'est le deuxième. Et le deuxième film, c'est plutôt le premier. D'abord, il a été renvoyé vers l'Algérie, et puis en fait, il revient de façon clandestine en France. Et puis, il est tué à la fin du premier film. C'est intéressant parce que quand on pose la question de la chronologie de ces films à Rabah Mrzaimesh lui-même, il ne lève pas cette ambiguïté-là. Il ne répond pas. Manière de dire combien son personnage de Kamel se trouve pris dans un cycle d'exclusion perpétuelle. Donc, que faire face à cette exclusion dont est frappé son personnage? Que faire de la distance que celui-ci constate, où que celui-ci se trouve? Sur le plan du cinéma, et donc pour insister maintenant sur son deuxième film, Blade Number One, je considère que chez Rabah Mrzaimesh, vraiment, le fond et la forme se rejoignent en permanence. C'est-à-dire que sur le plan du cinéma, on a quand même affaire à un cinéma qui s'exerce à la fois à un regard documentaire, mais sans jamais éviter le regard, le point de vue de celui
qui reçoit ces images de type documentaire, le point de vue subjectif. En permanence, on a le point de vue de Kamel dans les deux films. On est dans une visée documentaire, hein, je le dis très très rapidement, les deux films sont donc réalisés avec très peu de moyens, une mini caméra DV, un choix pour des décors naturels, on a des récits épisodiques, bref, on est dans une perspective documentaire. Par exemple, hein, l'arrivée du véhicule, du taxi dans lequel se trouve Kamel, à l'inauguration donc du film Wesh Wesh qui se passe, hein, quand les premières images du film débutent. On voit donc ce véhicule arriver et donc on a bien cet aspect documentaire. On voit un homme se recoiffer, et qui n'ignore pas la présence de la caméra, qui la regarde. Donc on est bien dans cette perspective documentaire. Mais dans le même temps, c'est ce que je te disais à l'instant, le point de vue d'un individu n'est jamais renié, hein, n'est jamais nié. Il est là en permanence. Et moi, c'est cette conversion du regard qui m'intéresse beaucoup. Ces questions donc d'exclusion, de distance, de désarrimage, justement, elles me semblent montrer dans les premières minutes du film, qui pour moi sont toujours décisives. On a un premier plan dans Blade Number One, lorsque donc Kamel arrive en Algérie pour la première fois. Ce premier plan, il est constitué, enfin, il est fait de 5 compositions qui alternent plan long, plan court, plan objectif, plan subjectif, statisme et dynamisme. On suit donc l'arrivée de Kamel dans un taxi qui le mène au cœur du bled, au cœur du village où il va être reçu. Première composition, on a un long travelling en plan objectif qui nous montre donc l'arrivée, la descente de ce véhicule et qui le mène au cœur du bled. Plan objectif, plan long, travelling. Seconde composition, on a la même rue, mais qui est perçue depuis l'intérieur du taxi. On a le regard de Kamel sur la rue. Troisième composition, on est toujours dans le même plan. Hein. Troisième composition, le même véhicule est montré cette fois-ci, mais en plan statique depuis l'autre extrémité de la rue. Plan statique cette fois-ci qui s'oppose au dynamisme des deux premiers plans. Puis, on a une quatrième composition, on a un jeune garçon, un gamin, qui court le long du véhicule, mais c'est Kamel qui voit. On a le regard de Kamel percevant ce jeune garçon courant le long du véhicule. Et enfin, dernière composition qui forme ce plan d'ensemble, c'est l'arrivée de Kamel parmi ceux qui l'accueillent. Et donc, on a de nouveau un plan d'ensemble. En permanence, donc, on est dans l'objectif, le subjectif. En permanence, cette idée de distance est entretenue, je veux dire, par l'effet de la mise en scène. Cette question de la distance et du désarrimage, et qui donc illustre la position d'exclu qui est celle de Kamel, c'est aussi celle du spectateur dans le film. Il y a différents objets dans le film Blade Number One qui empêchent la vue du spectateur. Volets fermés, portes, barrières. Il y a de nombreuses scènes auxquelles on n'a pas accès en tant que spectateur. La vue nous est barrée. La vue nous est empêchée. Notamment la scène déterminante dans le film où la cousine de Kamel, Louisa, est battue par son cousin. Les portes se referment et on n'assiste pas à cette scène, on ne la voit pas. De même, le spectateur est empêché par le son de comprendre nécessairement ce qui se dit. Certains dialogues sont entretenus dans une langue arabo-berbère, hein, dans l'arabe et dans le berbère. Une langue à laquelle... Enfin, quand on n'est pas familier de ces langues-là, en tout cas en tant que spectateur, ce qui est mon cas, je n'ai pas accès immédiatement à ce qui se dit entre les personnages. Je comprends les situations. Je vois bien ce qui est à l'œuvre ici, ce que perçoit Kamel notamment, la logique d'exclusion qui est la sienne, la logique d'exclusion qui frappe aussi sa cousine, je vais y revenir, ce beau personnage de Louisa, le patriarcat qui est à l'œuvre dans cette société algérienne, les effets des années noires
qui se font encore sentir au début des années 2000 en Algérie, le terrorisme, la logique de terrorisme ambiante qui gangrène les rapports entre chacun, tout ceci, évidemment, je le perçois. Mais voilà, différents éléments m'empêchent d'avoir accès. Moi aussi, je me trouve un peu dans une position d'inclus et d'exclus dans le film, qui est celle, justement, de Kamel, d'inclus et d'exclus. C'est intéressant parce que Kamel, au début du film, il veut s'inclure. Hein, il veut faire partie de la communauté des individus. Il parle avec les hommes qui se trouvent dans le village. Il veut participer à la vie. Il veut participer absolument à la vie du village. Il veut prendre part. Mais très vite, dans le film, s'installe un malaise. Très vite s'installe un malaise dans le film. Lors du festin organisé pour sa réception le soir de son arrivée, dans mon souvenir. Kamel sourit lorsqu'un vieil homme lui dit que les femmes ne peuvent pas prendre part à ce festin. Kamel sourit. Kamel ne comprend plus. Kamel ne comprend pas. Et il a un rire, mais qui est un réflexe, et qui montre que là, il y a un premier malaise. Dans ce pas en avant qu'il souhaiterait faire, dans ce retour au bled, un malaise s'installe. Et ce malaise, il va être entretenu tout le long du film, et puis il va surtout être entretenu dans la scène suivante. C'est celle où, justement, Louisa est battue par son cousin, parce que Louisa veut chanter. Louisa voudrait être la Billie Holiday algérienne, et que Louisa, le seul endroit où elle peut exprimer cela dans le film, quand même, c'est dans un hôpital psychiatrique, hein, où elle peut faire état de son choix. Louisa est battue, et que fait Kamel? Il prend la défense de Louisa, et il confronte son cousin aux autres membres du village. Sauf que ça ne se passe pas comme le pensait Kamel, il est rejeté. Les autres hommes du village ne comprennent pas la réaction de Kamel. Et Kamel, qui était Kamel la France, redevient Kamel le voleur. Il est de nouveau exclu. Très bien. Voilà qui est central pour moi, Samir. Que faire? Que va faire Kamel? Que fait-il? C'est le moment où pour moi s'opère cette fameuse conversion du regard porté sur le monde par des individus qui vivent une certaine situation. Parce que le lendemain de cette scène, on retrouve Kamel. Et on le retrouve assis au bord d'un lac, en train de contempler l'horizon. Pas de n'importe quelle manière. À l'écran, apparaît, on entend de la musique, à la guitare électrique, au son d'une guitare rock. Et ce qui est très surprenant, c'est que la logique documentaire, c'est-à-dire ce que je constate objectivement, est défait fictionnellement par la présence à l'écran de celui qui est en train de jouer ce morceau, où on le voit avec sa guitare électrique. C'est l'un des artisans du rock français qui s'appelle, je ne sais plus, Rodolphe ou Christophe Burger, je ne sais plus. Rodolphe. Burger. C'est ça, merci Samir. Et donc, on le voit à l'écran avec cet ampli, avec l'ampli. Et donc ce plan, d'un seul coup, pour moi, devient absolument déterminant, parce que quand se pose la question de savoir que faire, voilà ce que me dit, au fond, ce film, en tant que spectateur. C'est qu'au fond, si une révolution doit avoir lieu, si la révolution doit avoir lieu, elle ne viendra pas d'une situation objective, du constat fait d'une situation objective, de toute la visée documentaire qu'on pourrait avoir, par exemple, sur les banlieues ou sur le fait que Kamel est exclu. Ce n'est pas le constat fait d'une situation objective qui permettra d'enclencher cette révolution. Si révolution il doit y avoir, elle naîtra d'un regard épris de beauté sur le monde, du regard que je porte sur ce monde. Pour comprendre, alors pour moi c'était une énigme au départ, hein, c'était une énigme, et puis il a fallu que je regarde, que je quitte ce film, pour essayer d'en comprendre la portée, de me dire, ça pourrait vouloir dire quoi qu'au fond, Kamel,
qui pourtant a toutes les raisons de se révolter, de s'insurger, au fond, j'ai affaire à un individu qui regarde l'horizon avec la présence de ce rocker et de ce regard qui semble épris de beauté. Il y a des plans dans le film qui sont d'une beauté mais absolue. Et de même que le film se termine sur un camel à flanc de colline, avec un morceau de musique toujours à la guitare électrique, un morceau de blues teinté d'une mélodie arabisante. Comment comprendre cette conversion du regard? Alors pour ça, moi, j'ai fait un bond dans le temps. Et je me suis retrouvé en 2015 dans Histoire de Judas, dans sa fameuse Histoire de Judas, hein, de Rabba Amor Zaimesh. Quand justement, dans le film, il est question de révolution. À un moment donné dans le film, Judas, avec ceux qui s'efforcent de prendre la défense de Jésus et du sort réservé aux premiers chrétiens, parmi eux gronde le son de la révolution. Il y a un appel à la révolution. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la réponse de Judas dans le film de Rabba Amor Zaimesh. Que dit Judas à cet appel à la révolution qui est entonné par les premiers compagnons de Jésus? Judas répond, mais avez-vous entendu ces prêches dans le désert, hein? Avez-vous entendu les prêches de Jésus dans le désert? Et il répond, par cette chose qui est énigmatique, avez-vous entendu ces prêches dans le désert? L'amour. Donc, dans l'histoire de Judas, j'ai un élément de réponse sur cette manière dont le regard serait converti à travers des situations qui seraient perçues par des individus, des situations objectives d'exclusion. Alors moi, comme je suis un petit peu curieux, j'ai essayé de questionner cette question, enfin, j'ai essayé de questionner ce terme. Ça veut dire quoi quand Judas, dans le film de Rabba Amor Zaimesh, me dit « elle est là, la conversion du regard qui est opérée par Kamel dans mes 2 premiers films, dans un acte d'amour. Dans un acte d'amour et qui me semble montré à l'écran dans tout son cinéma finalement. C'est quoi le statut, la place de l'amour dans la bouche de Judas? Ça veut dire quoi, cette place de l'amour dans le message de Jésus? Alors pour ce faire, hein, pardon, je vais me déporter un tout petit peu, je vais sortir du cadre purement cinématographique pour m'intéresser à... Parce que moi, ça me questionne au possible. Quand j'ai des réalisateurs qui en appellent à la révolution franche et massive, le jet de pierre, le fait de brûler des cailloux, enfin le fait de brûler des voitures, pardon, j'ai un autre réalisateur qui me dit non, il faut passer par une conversion du regard, il faut convertir tout cela autrement, et notamment par un acte d'amour. Très bien, ça veut dire quoi l'amour? Ça veut dire quoi l'amour? Alors pour ce faire, me semble-t-il, il faut se reporter, pour comprendre ce statut-là, à l'épître aux Galates, dans la Bible, justement, quand Saint Paul explique le statut de l'amour dans le message qui est celui de Jésus. Qu'est-ce qui s'opère quand on devient chrétien, hein? Qu'est-ce qui se passe quand on devient chrétien et que l'on fait sien ce message d'amour? Et il dit la chose suivante qui est très célèbre, il dit, Saint Paul donc, et moi qui me renseigne, il dit dès lors que cet acte d'amour est reçu, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme. C'est-à-dire que l'amour, dans cette perspective-là, opère une triple déliaison. Ça veut dire que c'est une phrase, c'est une pensée dont la portée, cet acte d'amour, dans la société qui est celle de Jésus et que nous rapporte l'histoire de Judas, qui est proprement révolutionnaire. Alors là, pour le coup, qui est véritablement révolutionnaire. Ce message, il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni homme ni femme, est effectivement
sur le plan de la portée proprement révolutionnaire. Hein, c'est ce qu'un autre philosophe, Karl Jaspers, s'appellera la période axiale, le moment où on va basculer d'une société antique et où l'on bascule dans la modernité. Et ça se situe là, période axiale, période de renversement des perspectives, conversion du regard qui s'opère. Ça veut dire quoi? Notamment dans le cinéma de Rabat Hammerzaimesh, mais ça veut dire quoi? Et pour la société d'alors, il n'y a plus, par exemple, ni juifs ni grecs. Il faut bien voir que les sociétés antiques, les êtres qui s'y trouvent, se définissent d'abord par leur appartenance à la communauté, à une communauté. Ce qui définit un être, ce sont ses liens communautaires, avec les obligations qui les accompagnent, obligations de solidarité comme de vengeance. C'est-à-dire que ce qui définit un être, c'est son appartenance donc à une communauté bien particulière, c'est-à-dire que cet être, il se définit au fond de façon extérieure. Hein. Il est défini de façon purement extérieure. Et dans ce monde antique, et c'est la rupture qui va être opérée par ce fameux message, de Jésus, dans ce monde antique, on est dans une situation bien particulière, c'est que puisque les êtres appartiennent à une communauté bien particulière, en permanence, il va falloir que chacun retrouve sa place pour que l'ordre du monde ne soit pas ébranlé. On est dans un monde très hiérarchisé, c'est-à-dire un monde dans lequel les êtres, en fonction de la place qui est la leur, ont une part de droit qui leur revient. On n'a pas la même part de droit dans cet univers aristotélicien, pour le dire très vite. On n'a pas la même part de droit selon que l'on est une femme, un homme libre, un esclave, pour le dire très vite. On est très loin de notre conception de la justice. On en est à rebours. Les individus n'ont pas des droits ils n'ont pas des droits égaux. Hein. On est dans une société très hiérarchisée. Quand donc Jésus dit quand saint Paul dit il n'y a plus ni juif ni grec, eh bien, ça veut dire que les individus ne se définissent plus désormais de façon extérieure, ils vont se définir de façon intérieure, par l'intérieur. Ce qui est gagné par la conversion du regard, notamment dans le cinéma de Rabat Hammerzaimesh, c'est l'autonomie du cœur. On a des individus qui vont se défaire de toutes les appartenances qui est la leur. Kamel, dans le cinéma de Rabat Hammerzaimesh, il est à la fois délié de ses appartenances, on va dire françaises, celles du quartier, mais aussi de ses appartenances, de sa filiation algérienne. Il devient, c'est ça que ça veut dire, il n'y a plus ni juif ni grec, il devient un individu. Il devient un individu. Et il se définit par cette autonomie qu'il gagne par le cœur et qui est permise par le regard qui est le sien et qu'il porte sur le monde. Ça veut dire quoi? Dans le cinéma de Rabat Hammerzaimesh, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Devenir un individu, c'est-à-dire gagner son autonomie, mais par le cœur. Par le cœur. Je te le disais tout à l'heure, hein, les mots peuvent avoir plusieurs significations. Il se trouve qu'en grec, en langue grecque, le mot amour, il a au moins 3 sens. 3 sens possibles. Et me semble-t-il, hein, ces 3 sens possibles sont envisagés dans le cinéma de Rabat Hammerzaimesh. On a un premier sens classique du mot amour, c'est éros. Éros en grec. Pour le dire très vite, éros, c'est ce qui va définir les liens charnels entre 2 individus. Et on pourrait avoir le sentiment que dans Blade Number One, c'est ce lien charnel qui semble unir Kamel à sa cousine Louisa. Mais il ne se passera rien pourtant entre eux. C'est-à-dire que dans le film lui-même, il y a un saut qualitatif qui est effectué dans la relation que Kamel entretient avec Louisa. On passe de éros, le lien charnel, à une autre signification du mot amour. En grec, et qui est montré dans le cinéma de Rabat Hammerzaimesh, c'est le sens de philia. Philia, c'est l'amitié. C'est les liens qui définissent les rapports entre 2 individus ou plusieurs individus et qui sont conduits par des valeurs qu'ils partagent, des intérêts qu'ils ont en commun, tout comme des situations qu'ils vivent de façon commune, comme Louisa et le personnage de Kamel, cette situation d'exclusion qui est la leur. Ce rapport d'amitié, on va le trouver aussi dans Dernier Maquis,
hein, lorsque des ouvriers, enfin certains ouvriers vont se soulever contre un patron qui est incarné encore par Rabah Mrzaimesh, hein, le personnage de Mao, et qui donc rapporte d'amitié, filia, qui solidarise les individus entre eux. On a bien le sentiment aussi que dans le film Blade Number One, c'est ce type de sentiment qui unit Kamel à Louisa, un rapport d'amitié plutôt qu'un rapport charnel. Mais en vérité, il y a un autre saut qualitatif qui est encore effectué dans le film et qui me permet d'aller vers le troisième sens du mot amour sur le plan étymologique en langue grecque. Cette fois-ci, c'est l'amour, mais au sens d'agapé. C'est l'amour au sens universel du terme. C'est l'amour au sens désintéressé, en tant que un individu en aime un autre, mais sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est plutôt ce type de lien qui me semble être incarné à l'écran dans la relation qui lie Kamel à Louisa. Il prend la défense de Louisa sans mesurer les conséquences qui seront l'acte qui est le sien. De même que c'est par un acte d'amour qu'il décide de venger sa mère dans Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est-à-dire de s'attaquer à un policier tout en sachant, là pour le coup, ce à quoi il peut s'attendre. Donc, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus que des individus. C'est ce que me semble montrer aussi Terminal Sud, à travers ce beau personnage joué par Ramzi Bedia, un individu qui se trouve pris dans un contexte dont on ne sait pas très bien si on se trouve en France ou en Algérie. Hein, tu vois, pour raisonner autrement. Hein. Il n'y a plus ni juif ni grec. On ne sait plus s'il y a de la France ou de l'Algérie dans ce film. On a un individu qui est filmé, un personnage en bout de course, est filmé à l'écran une immense fatigue. Et qui donc semble montrer cette logique de déliaison et ce qu'elle augure chez ceux qui la vivent. L'amour, ça veut dire encore autre chose dans le cinéma de Rabah Mrzaimesh, quand saint Paul dit, après avoir dit « il n'y a plus ni juif ni grec », il n'y a plus ni homme libre, ni esclave. Il n'y a plus ni homme libre, ni esclave. Il faut bien voir que l'esclavagisme, c'est l'institution la mieux ancrée dans les sociétés antiques. Non pas l'esclavagisme au sens raciste du terme, mais c'est un fait de société qu'on retrouve donc dans de très nombreuses sociétés. Ça veut dire quoi qu'il n'y a plus ni homme libre, ni esclave? Comme dans le dernier maquis, lorsque ces ouvriers décident de se soulever contre leur patron. C'est que désormais, les individus sont égaux entre eux. D'abord, j'ai affaire à des individus, et puis ces individus ont surtout ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont égaux entre eux. Ça ne signifie pas la fin de l'esclavagisme. Ça veut dire que si on reçoit ce message d'amour délivré par Jésus, on devient égal en lui. On est les égaux les uns des autres. Il n'y a plus de hiérarchie entre les individus. Enfin, l'amour, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire il n'y a plus ni homme ni femme. C'est un propos proprement révolutionnaire, oui, là pour le coup, proprement révolutionnaire. C'est la situation de Louisa et de Kamel dans le film. Il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a que des individus. Il faut bien voir que dans les sociétés antiques, les sociétés traditionnelles, cette partition de la société entre hommes et femmes est ce qui permet d'organiser la vie sociale, la vie politique, la vie culturelle. Cette relation, elle est pensée de façon inégalitaire, mais aussi complémentaire. C'est-à-dire que l'ordre du monde n'est possible que sous réserve de considérer que deux individus sont différents et que c'est parce qu'ils sont différents qu'on pourra les rendre complémentaires et que l'ordre du monde ne sera pas ébranlé. Ce que me dit le film Histoire de Judas, quand Judas dit « Mais avez-vous entendu les prêches dans le désert de Jésus ?» et l'amour, eh bien, c'est de me dire, oui, l'amour, ça veut dire quoi? L'amour, ça veut dire qu'il n'y a plus non plus ni homme, ni femme. Vous n'êtes plus que des individus égaux, plus que des individus, et que ce qui va importer, c'est le regard que vous portez sur le monde. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions. Just my rifle, pony and me.